Allez, on va pouvoir démarrer. Donc j'enlève le masque pour parler et je le remettrai à chaque interruption. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Conseil municipal du 7 décembre 2021. Nous allons commencer par l'appel. Madame Pardigon, s'il vous plaît. Présent. Massier-Boucher. Présent. Monsieur Berti. Madame Corporandi-Vialon. Présente. Madame Expofond-Joly. Présente. Monsieur Henry. Présente. Madame Gini. Présente. Monsieur Collet. Présente. Madame Gamba. Présente. Madame Théobald. Madame Lampin. Madame Janin. Madame Gérini a donné procuration à Monsieur Henry. Monsieur Ruiz a donné procuration à Monsieur Berti. Madame Garino. Monsieur Even. Monsieur Jean Solin. Monsieur Guette. Monsieur Vidal. Madame Astier, Josiane. Monsieur Cardinali. Monsieur Weber. Monsieur Versini. Madame Vaillant. Ok. Monsieur Monin a donné procuration à Monsieur Weber. Madame Mangot a donné procuration à Monsieur Guette. Madame Dalmasso a donné procuration à Madame Guilleran. Monsieur Audibert. Bien. Merci Madame Pardigon. Donc première délibération, l'approbation des PV de séance des deux derniers conseils municipaux, des 21 et 30 septembre dernier. Est-ce que vous avez des remarques? Il y avait un conseil municipal très bref, rappelez-vous, et un autre d'une durée normale. Pas de remarques. Qui est contre cette approbation? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va passer à la désignation du secrétaire de séance. On va proposer Lucas Audibert. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Félicitations Lucas. Je vais vous demander maintenant d'observer une minute de silence à l'égard de Monsieur Lépine. Je vais quand même dire un mot avant que l'on se lève et avant de lui rendre hommage par la minute de silence. Donc le capitaine Lépine était un personnage haut en couleur, bien connu des Farlédois, en particulier des anciens combattants, mais aussi des commerçants et des associations. Quelqu'un qui avait toujours le sourire, très aimable, courtois, élégant, et très investi pour le devoir de mémoire. Il avait pris la direction des commémorations patriotiques, des cérémonies patriotiques, depuis une quinzaine d'années, et malheureusement, il nous a quittés le 16 novembre dernier. On lui a rendu un hommage républicain à la salle des fêtes, avant les obsèques, le 27 novembre, le samedi 11 jours plus tard. Et nous avons fait la première cérémonie patriotique sans lui, le 5 décembre. Là, c'était un moment d'émotion, parce qu'évidemment, nous étions tellement habitués à sa présence, quelqu'un que nous estimions beaucoup. Donc je vous demande de lui rendre 7 minutes de silence en son honneur. Je vous remercie. Alors, nous allons commencer ce conseil municipal par les interventions des adjoints qui vont nous faire un petit compte-rendu de commission ou d'actualité sur leur délégation. On va faire dans l'ordre visuel. Je vois Alexis Collet là-bas qui va nous parler de transition écologique. C'est parti. Bonjour à tous. Merci, monsieur le maire. Alors, nous avons eu une commission environnement qui s'est déroulée donc, le 18 novembre avec un ordre du jour très dense en raison de la richesse et de la diversité des actions en cours ou des projets à venir, ce qui démontre aussi bien l'utilité que la nécessité de ce service, la création de ce service.
Tout d'abord, nous avons abordé la mise en œuvre de l'agenda 2030 au sein de la collectivité. Donc l'agenda 2030, c'est un document qui recense, qui a été en fait élaboré en 2015 et qui recense 17 objectifs de développement durable autour du développement durable. Une première phase a été consacrée à la rencontre des différents services pour savoir quel type d'action pouvait rentrer déjà dans le cadre de ces objectifs, puisqu'il y en a beaucoup, et de pouvoir les pérenniser et essayer d'en faire émerger de nouveaux axes de développement. Tout ça pour aller assez rapidement vers un plan pluriannuel d'investissement qui permettra donc la mise en œuvre de ces nouveaux axes, et ce serait bien donc avant le nouveau budget, donc que ce soit déjà réalisé pour février 2022. Nous avons aussi eu un retour sur la semaine d'éducation au développement durable. Les 3 journées qui ont marqué cette action-là, donc il y a eu 3 journées autour de la mobilité et du handicap, de la biodiversité, des biodéchets, et une 3e journée sur la consommation et la réduction des déchets. Alors, à destination de différents publics, les jeunes de l'accueil du centre de loisirs, les Farlédois qui pouvaient aussi s'inscrire dans les différentes journées, différents ateliers comme les cuisines anti-gaspi ou la couture zéro déchet. On a souligné la qualité des actions menées et envisagé différentes pistes de travail et différentes nouvelles façons de communiquer afin d'augmenter l'audience de ces actions. À travers cette semaine-là, mais plus globalement, avec un partenariat qui est déjà établi depuis un certain temps avec l'Institut des Arts Inclusifs, il a été aussi décidé de mener une série d'actions au mois de janvier à la médiathèque, à l'espace aussi, ici à la Capelle, avec des expositions, des courts-métrages, des accueils de groupes. Donc ça vient couronner. C'est le début d'une action, mais qui vient concrétiser ce partenariat qui existe entre l'Institut des Arts Inclusifs mené par Cécile Martinez et la municipalité depuis de nombreuses années. Nous avons discuté aussi du programme de la mise en place du Conseil municipal des jeunes, donc à destination des classes de CM2, 6e, 5e et 4e. En novembre et décembre ont été menées des actions de sensibilisation donc, pour ces différents publics scolaires. Les candidatures doivent bientôt émerger pour, courant janvier, mener les campagnes dans les différents établissements et aboutir aux élections donc, des conseillers municipaux jeunes. On espère une mise en place à la fin du mois de janvier. Il a été abordé aussi le sujet de la reconquête agricole et de la remise en culture de certaines zones de la commune. Il y a une phase de diagnostic qui a permis d'analyser les sols, des contraintes. 3 parcelles ont été identifiées. Le but aussi est de faire, donc l'appel à projet va être lancé ce mois-ci, d'ici la fin de l'année, afin de recenser les initiatives d'agriculteurs intéressés. Il y a déjà eu des demandes spontanées. L'appel à projet, donc, d'ici la fin du mois de décembre pour contractualiser avec des agriculteurs intéressés au 2e trimestre 2022. Ensuite, nous avons aussi parlé du projet de labellisation de territoire E3D, donc c'est des établissements en démarche de développement durable. Donc ça rejoint un peu ce dont j'ai parlé en première partie de l'intervention. Donc c'est de mettre en réseau en fait l'école, le collège, l'accueil de loisirs, la crèche, la municipalité bien sûr, autour de projets
et de mettre en réseau, donc c'est toujours sur le développement durable, mettre en réseau ces différentes structures. On a déjà eu des actions avec les élections d'éco-délégués, des opérations de tri ou de gestion de biodéchets. Encore un point, et ce n'est pas le dernier, et important aussi, l'installation de panneaux photovoltaïques. Donc c'est un projet assez complexe parce que technique et juridiquement, il faut vraiment s'armer dans tous ces secteurs-là. Un bureau d'études est là pour étudier les différentes contraintes des bâtiments qui sont déjà envisagées. Alors, comme bâtiment, il y a éventuellement, enfin pas éventuellement, mais principalement la mairie, le centre technique, le groupe scolaire à venir, l'accueil de loisirs. Donc, on envisage jusqu'à 6420 mètres carrés de panneaux, ce qui laisse envisager potentiellement une production d'1 600 000 kWh par an. Donc ça, c'est un projet en cours et en cours de construction, en cours de conception. Le projet 1000 arbres pour 2025, donc c'est un projet en cours dont on a déjà discuté également. Plusieurs sites ont déjà été étudiés, comme le bassin de rétention qui sera une grosse base pour lancer le projet. Le but, c'est pas le but, mais on envisage de programmer une réunion entre le service environnement et les espaces verts pour définir vraiment un programme de plantation durant l'année 2022 et pour arriver forcément à cet objectif qui a été fixé par Monsieur le maire à l'horizon 2025. Ce projet aussi, dans le cadre de ce projet, il y a une demande de subvention auprès de la région qui nous permettra d'obtenir et d'être aidés dans la réalisation. Nous avons aussi évoqué les voiries partagées et les projets de coulées vertes. Donc, les voiries partagées, vous avez peut-être pu voir un premier tronçon qui a été réalisé au niveau du chemin du Haut et du chemin des Lors. On a malheureusement des conditions météorologiques qui ont été très défavorables au moment de la réalisation et qui n'ont pas rendu donc le résultat attendu. Donc les travaux vont être repris et réalisés sous peu par l'entreprise qui était en charge de ces travaux. D'autres secteurs sont à l'étude. C'est un projet qui va être bien sûr sur le long terme. Et nous étudions aussi la mise en place d'une signalétique qui pourra mettre en valeur donc, ces différents itinéraires, et en particulier celui de la coulée verte, qui devrait nous guider du Coudon jusqu'au Cerf. Nous avons aussi évoqué deux derniers projets, l'installation de bornes anti-moustiques. Donc il y a une étude gratuite qui a été proposée par l'entreprise qui s'occupe de l'installation de ces bornes. Donc pour l'instant, c'est un projet à l'étude qui pourrait voir le jour au courant de l'année 2022. Et enfin, nous avons fait le bilan du partenariat avec la société des alchimistes qui retraite tous les biodéchets de la cantine du groupe scolaire. Donc on a pu, on évalue, enfin c'est une évaluation très précise, puisque depuis la rentrée, 1813 kilos de biodéchets ont été collectés, des biodéchets d'une grande qualité, c'est-à-dire bien triés. Donc l'action est engagée jusqu'à la fin de l'année. On se pose aussi les questions sur la reconduction de cette action-là qui semble intéressante, et aussi sur les conditions d'une éventuelle implantation des alchimistes sur la commune de la Farlède. Voilà, donc j'ai pris un petit peu de temps. Il y a beaucoup de dossiers en cours, et je remercie Lilian et Marie qui fournissent un travail conséquent et très intéressant à suivre. Merci beaucoup Alexis. Les sports, peut-être le périscolaire qui redémarre. Le périscolaire qui redémarre, les activités à destination des agents qui démarrera, je l'espère, au début du mois de janvier. Et à signaler, malheureusement, faute de participants, alors est-ce que c'était l'annulation du stage de voile qui était prévu pendant les vacances de Toussaint?
Mais par contre, la réussite de 2 actions, enfin la réussite d'une action en particulier menée en collaboration avec le GDOS qui s'appelle Mobile Sport Santé, qui s'est déroulée sur 2 mois avec pour but de ramener à la pratique ou de faire découvrir la pratique physique et sportive à des publics pas encore sensibilisés ou éloignés de la pratique. Cette action a rencontré un franc succès et nous avons décidé de la poursuivre au sein de la municipalité en proposant une séance dans la continuité des actions qui avaient été menées. La deuxième action, c'est l'action As de cœur aussi, en collaboration avec le GDOS, qui a pour but de mesurer les bénéfices de l'activité physique sur les transplantés cardiaques, en partenariat avec l'hôpital Léon Bérard. Et cette action devrait démarrer ou a démarré ces semaines-là. Elle a eu un petit peu de retard puisqu'il fallait avoir les patients et que les patients puissent être mobilisés pour ces actions-là. Voilà. Merci beaucoup, Alexis. Pierre, donc on a dit rapidement que la préfecture a donné son aval pour les périmètres proposés pour notre future vidéoprotection, 4 périmètres, et puis le déménagement imminent de la police municipale à la Capelle, en attendant les derniers menus travaux. Un dossier assez conséquent que le chef de service de la police municipale, Franck Giraudot, a bien mené, et il a pris conseil auprès de l'adjudant-chef du groupement gendarmerie, qui a fait changer pas mal de choses. Et il a donc présenté ce dossier à la préfecture qui est accepté pour ces 4 zones d'installation à venir dans les 4 années à venir. Et je les en remercie, ça va nous permettre de budgétiser les achats effectivement sur les 4 prochaines années. Robert, mot sur les gros travaux. Alors, juste une petite explication sur le chemin du Haut et d'Elor, juste pour préciser que la société s'est engagée à reprendre les travaux lors d'une période météo plus favorable, à prendre en charge le surcoût dû à cette reprise. Et si jamais le procédé qui se veut un procédé à vocation environnementale devait ne pas fonctionner, nous passerions également à leurs frais sur un procédé classique, mais le but était d'éviter de mettre des produits toxiques dans l'environnement sur la chaussée. C'est pour ça qu'on a favorisé ce matériau, et évidemment, les conditions d'installation sont un peu plus délicates. Voilà. Et le deuxième, c'est la Guibode, où on a une circulation alternée le temps des travaux du chantier jusqu'aux vacances scolaires. Là. Trop. Il y a eu. C'est surtout Unedis qui nous a mis dans le rouge avec la mise en place de leurs câbles. Ça fait que ça a décalé un peu tout le monde après les pluies, etc. Donc c'est ce qu'il faudrait quand même préciser. C'est pas que je veux prendre, disons, part à l'entreprise et la défendre, mais il faut quand même que les gens sachent ça parce que tu entends en permanence, c'est l'eau, c'est ci, c'est là, etc. Alors que c'est Unedis qui nous a mis dans le rouge. C'est un chantier où il y a plusieurs intervenants, évidemment. Il y a parfois quelques retards pris pour des responsabilités diverses. Parfois, c'est des responsabilités qui échappent aux entreprises et à la mairie, comme la météo. Parfois, c'est un problème de communication aussi entre les entreprises. En tout cas, l'essentiel est que le projet avance. Continue. Sandrine. Marche pas. Ça y est, ça marche. Donc, il n'y a pas eu de commission donc, depuis la dernière qu'on avait fait le 20 septembre. Donc, on a enchaîné les festivités. On a pu faire donc, avec la participation du COF Miss Farled, qui a eu une très bonne fréquentation et de très bons retours. Donc, nous avons notre Miss et nos 2 dauphines qui vont nous suivre dans toutes nos manifestations courant de l'année 2022. Sinon, nous avons fait le Téléthon dans le week-end dernier du 3 et du 4. Je tenais à remercier vraiment tous les participants au niveau des associations. Et le repas a été un très bon retour aussi. Et beaucoup d'associations donc, ont participé au repas du Téléthon, bien sûr pour la bonne cause, puisque les dons vont au Téléthon. Donc je remercie vraiment toutes les associations qui ont participé.
Je remercie également mon service qui s'est donné du mal pour tout organiser le vendredi et le samedi soir. Voilà, je tiens à dire que ces agents participent à titre de bénévolat, c'est-à-dire que le samedi soir, le vendredi soir et le samedi soir, ils rentrent et ils ne comptent pas 6 heures. Voilà, parce que sinon, au niveau de l'amplitude horaire, ça n'aurait pas pu fonctionner. Donc, je tiens à les remercier, puisque également, c'est pas des sous, mais pour nous, c'est quand même du temps et des agents qui participent humainement. Donc, j'en tiens beaucoup à les remercier. C'est pas le cas de tous les services. Ensuite, nous avons au niveau du COF pour le marché de Noël. Écoutez, pour le moment, nos règles sanitaires nous permettent donc de maintenir ce marché qui est d'une très grande envergure et je tiens à remercier donc le comité des fêtes sous la houlette de Georges Vaillant, puisque je ne sais pas si vous avez vu passer, donc le programme il est quand même assez diversifié. Donc le pass sanitaire bien sûr obligatoire et masque également obligatoire à l'intérieur de la zone. Mais bon, on peut quand même le maintenir, donc c'est déjà très bien. Voilà, je pense que j'ai rien oublié pour les... Donc, il y a une commission qui sera faite au niveau, bien sûr, de tout ce qui est festivités pour la préparation de toutes nos festivités 2022 avec tous les services confondus. Pour tout ce qui est au niveau du commerce, donc il y a une réunion avec tous les commerçants qui est prévue, donc c'est la 8e, le 13 décembre, donc dans cette même salle à 14h30. Donc, nous tenons également à continuer à perdurer ce lien qui existe entre le service cœur de ville et tous nos commerçants qui marchent très, très bien. Voilà, avec la collaboration de notre PM et également aussi des agents des travaux pour qu'on puisse vraiment amener tout ça tous ensemble, quoi. Voilà, pour éviter les couacs, on va dire. Voilà, je crois que j'ai terminé. Merci Sandrine. Virginie, pour les affaires sociales, l'actualité du CCAS. Oui, bonsoir à tous. Alors, on a fait notre repas de Noël le 25 novembre dernier à l'espace Maurice de la Crosse. Ce repas, il était prévu début du mois de décembre à la salle Gérard Philippe de la Garde, qui, suite à des travaux, donc, n'a pas pu nous faire la location habituelle de cette salle. Du coup, on a dû avancer la date, mais comme on en discutait à peine avec monsieur le maire, ça a été un mal pour un bien, puisqu'on a pu l'organiser. Ça serait aujourd'hui, ça serait beaucoup plus compliqué. Voilà, ça a regroupé 300 seniors et c'était une belle journée réussie et très festive. Hier, nous sommes allés nous sommes allés à la visite du marché de Noël de Toulon. Décidément, plein de changements cette année. On devait aller à la Garde, mais on a appris à la dernière minute que le marché était fermé le lundi après-midi. Donc, on s'est rabattu sur Toulon, mais tout le monde était ravi parce que il y a notamment le spectacle Son et Lumière de la crèche provençale qui a été très apprécié. Donc, 44 seniors ont pu profiter de cette belle après-midi ensoleillée. La semaine prochaine, c'est la distribution des bons de Noël, donc qui aura lieu les 14, 15 et 16 décembre à la salle Pagès, donc par les membres du conseil d'administration du CCAS. Je remercie d'ailleurs ceux qui sont présents, qui font partie du conseil municipal. Ensuite, le 18 janvier, ça sera la pièce de théâtre Noces de Rouille qui était prévue donc pendant la semaine de l'âge d'or et qui avait été annulée en raison des conditions météorologiques. Donc, j'invite les seniors de 60 ans et plus à s'y inscrire dès le début du mois de janvier auprès du CCAS. Et également les ateliers numériques qui continuent. De nouvelles sessions sont organisées à compter du 25 janvier et qui s'étaleront jusqu'au 15 mars 2022. Les inscriptions se font également auprès du CCAS. Voilà pour moi. Merci Virginie. Alors Anne-Laure pour les écoles et la jeunesse, avec notamment l'ouverture de notre belle salle de classe à Marie Curie. Exactement. Bonjour à toutes et à tous. Donc, il n'y a pas eu de commission depuis le dernier conseil municipal. Donc, dans l'actualité, donc le 8 novembre, effectivement, les enfants ont pu de la classe donc de Marie Curie, la classe des petits moyens. Ils ont pu rentrer dans leur classe et dans leur dortoir. Donc, tout s'est très bien passé. Du coup, la bibliothèque a pu reprendre du service donc à Jean Icard. Voilà, sinon, les 4 conseils d'école ont eu lieu donc ce trimestre, pas de choses particulières.
Dans les nouveautés aussi, en tout cas dans ce qui a été mis en place, donc les enfants de maternelle ne vont plus le soir au niveau du périscolaire, ne se déplacent plus jusqu'au centre de loisirs comme c'était jusqu'à maintenant. La décision a été prise de les garder donc sur l'école Jean Sollin. Voilà, ça leur évite des trajets. Ils sont petits et pour ces enfants qui restent jusqu'à 18h30 à l'école, voilà, ils restent sur place. Et finalement, ça convient à tout le monde. Sinon, vous dire qu'au mois de novembre, on a quand même eu 3 classes fermées, dues donc à des cas de Covid, puisque jusqu'à lundi dernier, un cas de Covid donnait fermeture des classes. Aujourd'hui, depuis lundi, on compte en 3 cas de Covid. Malheureusement, hier, il y avait 3 cas de Covid donc dans une classe de Jean Écart. Donc, on a une classe de fermée en ce moment. Voilà. Et voilà, et bon, vous avez entendu aussi que hier, le ministre nous a indiqué que donc les enfants des écoles devaient porter le masque aussi dans la cour. Voilà, ce qui est un petit peu compliqué. Et en sport aussi. Donc voilà. Protocole de niveau 3. Et puis voilà, nous sommes allés avec monsieur le maire, donc au niveau du collège, remettre les brevets des collèges aux élèves donc, qui avaient obtenu leur brevet en juin 2021. Voilà, c'était un très joli moment en tout cas. Voilà. Merci beaucoup Anne-Laure. Magali pour la médiathèque. Une belle inscription, maintenant on sait que la médiathèque est la médiathèque. Bonsoir à tous. Donc, pas de commission depuis le dernier conseil municipal, mais en revanche, toutes les actions proposées et actées lors de la dernière commission ont été réalisées en cette fin d'année. Donc, la signalétique de la médiathèque a été posée, bien colorée, une belle signalétique. Les 5 boîtes à livres prévues sont terminées. Donc, elles sont livrées semaine prochaine et posées début d'année, j'espère. Ensuite, dans le poste pour la candidature des Farlédois désirant faire partie du prochain du comité de pilotage pour le jumelage de la ville sort dans le prochain bulletin municipal. Donc ça aussi c'est fait. Et puis voilà, et nous nous réunirons début d'année 2022 pour les projets de l'année à venir. Merci. Et une belle remontée des inscriptions aussi. Hein. Et oui, une belle remontée des inscriptions. On a eu en un trimestre plus de 240 inscriptions en septembre, octobre et novembre. Voilà. Très bien, la culture reprend ses droits. Voilà. Je vous remercie pour toutes ces informations. Alors, on passe aux finances avec la délibération numéro 5, la décision modificative numéro 2 du budget 2021 de la commune. Donc, il nous restait un peu plus de 54 000 € en fonctionnement. En dépenses imprévues, nous avons besoin de 44 700 € pour 2 points. Le premier, c'est notre participation financière aux transports scolaires qui sont organisés par la région. Donc, nous avons une quote-part de 29 700 €. Ça avait été omis lors de la préparation du budget, on ne va pas s'en cacher, ça arrive. Nous devions cet argent, donc on le prend en dépenses imprévues pour transporter nos enfants. Et le deuxième point, c'est une subvention complémentaire de fonctionnement pour le comité des fêtes, dont on va voir la délibération spécifique tout à l'heure. Là encore, on avait voté une première vague de subventions au moment du budget, avec une clause de revoyure possible. Vous aviez voté le 21 septembre dernier quelques compléments de subventions pour certaines associations, dont l'association des commerçants. Bien, le comité des fêtes, qui par chance peut mener ces manifestations à terme, y compris la grande manifestation de ce week-end, Sandrine vous l'a dit, sur le marché médiéval de Noël, eh bien évidemment, le comité des fêtes a besoin de tout notre soutien. Donc avec ces 15 000 € complémentaires, il va pouvoir payer l'ensemble de ces actions. On arrive à environ 35 000 € de subventions pour le comité des fêtes. C'est tout de même inférieur aux années références d'avant Covid, qui étaient à 43 000 €. Mais ça nous permet quand même de constater que nous avons pu, grâce au pass sanitaire, mener un maximum de manifestations sur notre commune, qui a pu ainsi revivre et recréer du lien social. Voilà pour ces 2 modifications en fonctionnement, pas de modification en investissement.
Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre cette modification, cette décision modificative? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 6. Donc là, c'est un classique de fin d'année. Lorsque le budget n'est pas voté avant le 1er janvier de l'année suivante, on demande l'autorisation au conseil municipal pour que le maire engage et liquide mandate jusqu'au vote du budget qui aura lieu probablement donc au mois de mars-avril 2022, la date butoir étant le 15 avril. On permet donc au maire de faire les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget communal de l'année actuelle. Donc les restes à réaliser ne comptant pas, vous avez le tableau qui vous permet de voir ce que nous pourrons investir jusqu'au budget par rapport à l'année N-1. Voilà, c'est la case de droite du tableau du rapport de présentation intitulé « Crédits pouvant être ouverts par l'Assemblée délibérante ». En fonctionnement, pas besoin de voter. Hein, nous dépensons sur la base de l'année N-1 et par 12e eh bien, tout ce dont nous avons besoin pour payer notre fonctionnement, notamment le personnel. On ne vote que pour ce quart d'investissement. Est-ce qu'il y a des questions? Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, la délibération numéro 7, qui s'appelle « Régularisation des ICNE 2019 ». Alors, ça concerne notre ancien budget assainissement qui a disparu au 31 décembre 2019, puisque la compétence eau et assainissement, le budget eau aussi donc, la compétence a été transférée à la communauté de communes de la Vallée du Gapeau au 1er janvier 2020. Or, il y a un emprunt sur ce budget assainissement qui avait été contracté par la commune pour payer de gros travaux, notamment l'installation de l'assainissement chemin du milieu. Il y a donc sur ce crédit en cours des intérêts à payer et le trésorier aurait dû en 2020 nous demander de régulariser le paiement de ces intérêts sur l'année 2019 en les remboursant à la communauté de communes de la Vallée du Gapeau. Donc là, c'est fait avec un décalage de 2 ans. Donc nous devons rembourser ces ICNE, donc les intérêts courus non échus, à hauteur de 7 086,80 € à la communauté de communes de la Vallée du Gapeau. Nous vous demandons donc votre accord pour cela. Est-ce qu'il y a des questions? C'est juste une régularisation. Bien, on met aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, je vais laisser la parole à Virginie, notre adjointe aux affaires sociales, concernant le renouvellement de la convention avec le Centre d'information des droits des femmes et des familles. Ce n'est pas le moment de rompre cette convention. Alors oui, avant de vous parler de la convention, je voulais faire un petit point quand même sur ce centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Ça existe depuis 1972. Ils exercent une mission d'intérêt général confiée par l'État, donc dans le but de favoriser l'autonomie professionnelle, sociale et personnelle des femmes et de promouvoir également l'égalité entre les hommes et les femmes. Ils interviennent donc dans différents domaines d'intervention, l'accès aux droits, la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences sexistes, le soutien à la parentalité, l'emploi, l'éducation et la citoyenneté. Les administrés donc, qui sont reçus au sein du CIDFF ils sont reçus donc par des juristes titulaires d'un Master 2. Un petit bilan, donc déjà l'année 2020, au niveau national, la Fédération nationale donc, Solidarité Femmes, qui gère notamment la plateforme d'appel, vous savez, le fameux numéro 3919, vient de publier donc, son bilan d'activité 2020. Et on montre une progression de 22% des appels l'an dernier, donc par rapport à 2019. Et 95% de ces appels concernaient donc des violences conjugales. La crise sanitaire et les confinements donc, ne sont pas la seule explication, puisque sur 3 ans, entre 2017 et 2020, la progression des appels est de 114%. Au niveau local, et plus particulièrement au sein de notre commune,
L'année 2020 donc, a été marquée, elle, par une augmentation de 20%. On peut donc remarquer que c'est à peu près pareil au niveau national et au niveau local. 20% de plus donc, de prise en charge des femmes par le CIDFF. Ces chiffres sont en constante augmentation depuis 38 ans. L'année 2021, entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021, 49 rendez-vous ont été fixés au sein du CCAS de la Farlède et 36 rendez-vous se sont effectués au sein du siège social ou par téléphone, afin de respecter l'anonymat pour certaines. 74% du public sont des femmes, dont 87 sont âgées entre 26 et 49 ans et 8% ont 50 ans et plus. Environ 60% des informations délivrées sont liées à une rupture non consommée, donc des renseignements sur un divorce, une séparation de corps, rupture de Pacs ou rupture d'union libre. 30% concernent des informations délivrées liées à des contentieux qui naissent après la séparation, donc notamment en fonction des enfants, et 9% sont liés à des violences dans le couple. Cette convention, en fait, vous allez le voir, il y a une revalorisation de la subvention, c'est-à-dire 500 € de plus qu'auparavant, qui est demandée donc à toutes les communes qui ont une permanence juridique. Depuis 2013, cette subvention était de 2 000 €. Elle passe donc à partir de 2021 à 2 500 €. Elle est justifiée donc par l'augmentation du coût de la vie, par la valorisation des compétences des juristes et par la formation des équipes donc dans l'intérêt des administrés. La convention, donc, en fait, c'est une convention d'1 an qui stipule qu'en fait, la commune met à disposition en local une demi-journée par mois. C'est tous les premiers lundis du mois. Un téléphone, un service courrier et une gestion de l'accueil donc des administrés. Ces permanences sont assurées donc au sein du CCAS. Et voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui tient, je pense, à cœur à beaucoup de monde, parce que je pense que c'est de plus en plus utile et je pense que cette augmentation est justifiée et qu'on doit continuer à recevoir nos farlédoises dans des conditions les meilleures, surtout pour ce genre de problème. Voilà. C'est aussi mon point de vue. Je te remercie, Virginie. On va vous demander si vous avez des questions dans un premier temps. Alors, nous allons voter. Qui est contre cette convention? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 9, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Alors, je précise que Virginie Vaillant, en sa qualité de membre du bureau du comité des fêtes, ne pourra pas la voter. Elle peut rester dans la salle. Donc, comme on l'a vu dans la décision modificative qui a déjà dévoilé la SOB, nous allons compléter la subvention communale pour le comité des fêtes, de façon à lui permettre de mener à bien l'ensemble de ses actions. En conséquence, nous devons aussi vous présenter la convention qui a été signée, puisque nous avons dépassé le seuil fatidique des 23 000 €, au-delà duquel une convention d'objectif doit obligatoirement lier la collectivité avec l'association qui reçoit cette subvention supérieure à 23 000 €. Donc cette convention, elle est disponible en annexe. Il y est stipulé ce que la mairie attend du comité des fêtes, en l'occurrence l'organisation de manifestations dans l'intérêt de la commune et des administrés, dans le secteur de l'animation, et ce que le comité des fêtes est en droit d'attendre de la mairie en termes d'aide logistique, matérielle, de personnel et financière, avec cette subvention qui globalement est donc de 36 550 € sur l'ensemble de l'année. Est-ce que vous avez des questions sur cette convention ou sur l'allocation de la subvention complémentaire? Alors, nous votons. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 10. Alors, la dernière fois, nous avions vu qu'il arrivait qu'une commune se porte garant d'un emprunt d'un bailleur social
pour, en échange, obtenir davantage d'attributions, notamment de logements. On avait vu que le risque était relativement minime et calculé, on l'avait expliqué. Et cette fois-ci, nous avons un cas de figure qui est un peu particulier, c'est une renégociation de prêt. Donc la mairie était caution d'un prêt, le logis familial Varrois a renégocié auprès de sa banque, de son prêteur, le taux du prêt à son avantage, et il faut donc revoter pour se reporter caution de cet emprunt. Donc c'est juste un renouvellement d'une caution qui nous concernait déjà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui. J'ai bien noté que le taux du prêt était plus favorable. Est-ce que l'index est le même ou est-ce qu'il a changé? Alors là, honnêtement, pour le taux du prêt, je ne pourrais pas donner cette précision technique. C'était un prêt indexé? Je sais pas si Lilian, tu l'as... C'était un prêt à taux fixe qui a été révisé avec un taux plus bas, me semble-t-il. Il n'y a que le taux qui a changé. L'index reste le même. Il n'y avait pas d'index ou pas? L'index n'a pas changé? Il n'a pas changé. Ok, merci. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à l'urbanisme, avec deux délibérations qui sont intimement liées, qui concernent le secteur des Monniers et du hameau en particulier. Comme je m'y étais engagé lors du 10 mars, nous allons réaliser un parking attenant au hameau des Monniers pour résoudre des problèmes qui commençaient à devenir très préoccupants en termes de stationnement sur ce hameau. Nous avons donc à l'amiable discuté avec Monsieur Gasquet pour le premier terrain que nous voyons là, qui est propriétaire de deux parcelles, numéro 137 et 138, qui au total font 4042 mètres carrés, mais nous n'avons besoin que de 679 mètres carrés. Et ces deux parcelles et cette surface de 679 mètres carrés, nous allons donc proposer au conseil municipal de l'acquérir au prix de 61 110 €, c'est-à-dire au prix référent sur la zone de 90 € le mètre carré. Voilà, c'est une petite acquisition. Quand nous avons des terrains plus grands à acheter ou des maisons, parfois, on dépasse là aussi un seuil fatidique de 180 000 €. On doit faire appel à l'avis du domaine. Donc là, c'est inutile. Ça aurait engendré des frais supplémentaires. C'est un prix référence qui est aussi proposé d'ailleurs au consort Bonafoux dans la délibération d'après. On parlera, une fois qu'on aura voté les délibérations, de ce parking, si vous voulez bien. Mais d'abord, je vous demande si vous avez des questions sur cette délibération. Dans ce cas-là, on passe au vote. Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Donc la suivante concerne les consorts Bonafoux. Sur les parcelles cadastrées cette fois-ci, 131 et 140, qui font un total de 2408 mètres carrés. Mais là encore, nous n'allons acheter que 1043 mètres carrés pour les besoins de la cause. Ce qui fait, avec le même prix unitaire en mètres carrés, le total de 93 870 €. Est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Non, je vous remercie. Alors un petit mot sur ce parking, qui sera une excellente nouvelle pour les habitants du quartier. Avec la réalisation de 28 places donc au sud du hameau, avec la volonté d'imperméabiliser le moins de surface possible, avec une alternance donc de bitume et de terre battue, avec notamment l'emplacement des roues. Vous voyez sur les places de stationnement, ça permet à la fois de matérialiser l'emplacement précis et de ne pas tout imperméabiliser. Il y aura aussi des arbres à planter. Je regarde Alexis et Robert. C'est une opportunité de le faire. L'accès se fera donc par le vieux chemin de Hyères et l'impasse des Sorbiers, que Lilian vous montre en haut là. Donc on ne rentre pas à voiture par le hameau, on rentre à voiture par le chemin de Hyères, côté impasse des Sorbiers. Par contre, il y a une connexion piétonne avec le hameau.
Voilà. Donc les travaux seront réalisés au cours de l'année 2022. On y reviendra. Ensuite, on passe aux ressources humaines avec une modification du tableau des effectifs. Là aussi, c'est un classique pour les avancements de grade, soit par concours, soit l'ancienneté en l'occurrence. Donc vous avez 4 emplois dont les postes n'étaient pas ouverts et que je vous propose d'ouvrir. Donc un emploi d'adjoint d'animation principale, 2e classe à temps complet pour l'accueil de loisirs. Un emploi d'agent de maîtrise principale, 1re classe à temps complet au magasin du service technique. Un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principales, 1re classe à temps complet. Là, comme son nom l'indique, c'est pour une ADSEM, l'école Jean Solin. Et enfin, un emploi d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques à temps complet. Ça se passe à la médiathèque pour une réussite de concours. Voilà, les crédits sont évidemment prévus au budget pour la nouvelle rémunération. Est-ce que vous avez des questions ? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de voter pour la modification du tableau des effectifs. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, la délibération numéro 14 concerne le régime indemnitaire du personnel communal. On va recontextualiser ce régime indemnitaire qui agit dans la fonction publique depuis 2016 maintenant, et à la mairie de La Farlette suite aux délibérations du 16 juin 2016 en particulier. Ce régime indemnitaire avait vocation à regrouper un nombre important d'indemnités qui étaient versées au personnel dans les collectivités, pas spécialement la mairie de La Farlette, hein, c'est évidemment une mesure nationale, en faisant simplement 2 parts, une part fixe et une part variable. La part fixe s'appelant l'IFSE, indemnité forfaitaire de suggestion d'expertise, et la part variable, le CIA. Donc jusqu'à présent, il n'y avait pas de CIA. La mairie, à l'époque, et le maire Raymond Abrine avaient décidé de mettre dans la part fixe l'ensemble des indemnités sous l'égide de l'IFSE. Et aujourd'hui, nous recontextualisons cet état de fait au regard des statistiques d'éloignement du service de nos agents cette année. Alors ce n'est pas un problème, même si je ne suis pas là pour fuir mes responsabilités, ce n'est pas un problème qui me semble local, c'est un problème que je retrouve chez nombre de mes collègues maires dans les communes avoisinantes. Nous avons effectivement une hausse et un absentéisme grandissant, puisque nous avons doublé les absences en nombre d'heures sur l'année, toutes absences confondues, hein, les absences de longue durée, accidents de travail, maladies professionnelles, maladies ordinaires. Donc, toute absence confondue, nous sommes passés de 1100 heures à 2200 heures. Avec des histogrammes qui nous font ressortir une anomalie en particulier, c'est celle de l'augmentation assez spectaculaire du nombre d'accidents de travail et de leur durée. Donc dans ces cas-là, on peut considérer 2 choses, hein, soit que c'est le fait pur du hasard, soit qu'au vu des proportions, il y a une défaillance du système et qu'il est temps de permettre à ce système de retrouver sa normalité, au moins le temps que les choses rentrent dans l'ordre. Donc, je vous propose, comme ça a été présenté en comité technique, d'aligner le temps de protection, c'est-à-dire de conservation du régime indemnitaire, des agents qui déclarent un accident de travail ou une maladie professionnelle, avec le temps qui est préconisé pour la maladie ordinaire, c'est-à-dire 30 jours
inclus, au 31e jour, on perd cette indemnité. On a pris cette précaution pour justement retrouver statistiquement un taux d'accident de travail normal. On ne le fait pas pour rosser les agents, bien au contraire. On sait qu'il y a malheureusement des accidents de travail qui peuvent se produire. Il faut quand même considérer cela au regard des collectivités qui, autour de nous, ont également pris des mesures. Je pense notamment à la communauté de communes, que Sandrine, tu connais bien. 30 jours de protection en accident de travail, ce n'est pas négligeable, d'autant que les agents ont la possibilité, ils le font pour la plupart, de contracter une assurance personnelle contre ces risques-là. En tout cas, pour la mairie, pour éviter d'être débordé à la fois en dépenses de personnel, ce qui engendre une impossibilité de remplacer, et pour à la fois éviter de voir exploser notre prime d'assurance, puisque nous sommes assurés contre les maladies longue durée et les accidents de travail, nous sommes obligés de prendre des mesures pour montrer que nous faisons attention à notre gestion du personnel. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose ce soir 7 mesures. Voilà, je suis bien sûr prêt à aller un peu plus dans le détail s'il y a des questions. Si vous permettez. Bien sûr. Sanctionner financièrement des salariés pour des motifs d'absentéisme liés aux conditions de travail, aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, vraiment c'est quelque chose à laquelle je n'aurais pas pensé. Pour moi, voyez-vous, la survenance d'un accident de travail ou la déclaration d'une maladie professionnelle, c'est une faillite. C'est la faillite d'un système de prévention de risque. C'est un échec de la politique de gestion des ressources humaines. N'oublions pas que l'employeur, c'est-à-dire la collectivité, a des obligations en matière de prévention de risque. Ne l'oublions surtout pas. Et que nous devons assurer la santé physique et mentale de nos agents. Et ça, je sais que vous l'ignorez pas. Je trouve donc un peu prématuré. Et avant de parler de remèdes, je pense que nous devons, tous ensemble, poser les bases et poser la structure. Ça passe notamment par le dossier unique de prévention des risques. Nous devons également dresser un vrai diagnostic et nous devons aussi évaluer les causes, puisqu'on a parlé d'accidents de travail, vous avez parlé aussi d'une augmentation générale de l'absentéisme. Donc je pense que cette proposition me paraît prématurée, elle me paraît injuste. Je souhaiterais qu'on la retravaille, qu'on fasse d'abord un travail préparatoire et qu'on discute des remèdes dans un second temps. Alors, notre objectif, il n'est pas de rosser le personnel. Notre objectif, il est de viser la continuité du service public, de valoriser aussi le service fait, parce que moi je pense aussi aux agents qui persistent dans leur travail et grâce à qui la mairie tourne, et je ne porte aucun jugement sur la véracité des arrêts maladie ou des accidents de travail. D'autant que faire un diagnostic sans en connaître les causes médicales, puisque c'est une interdiction, c'est assez difficile. Je voudrais que le personnel se sente valorisé lorsqu'il vient au travail, et non pas lorsqu'il s'en éloigne. C'est la raison pour laquelle on va aussi d'ailleurs mettre en place le CIA, dont on a discuté les grandes lignes lors du dernier comité technique, avec les critères d'évaluation, avec la budgétisation au mois de mars ou avril prochain, basée sur des entretiens qui auront lieu dès le début de l'année 2022 sur l'année N-1. Je veux valoriser les agents qui sont là, qui nous permettent de faire front, qui nous permettent de rendre à la population ce service.
ce n'est pas spécialement pour hausser les absents. Et pour cela, j'ai besoin de garder les disponibilités financières aussi. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, la plupart des agents, je n'ai pas les statistiques, hein, mais c'est une très très grande majorité, ont un risque couvert par leur assurance personnelle qui est très avantageuse dans la fonction publique territoriale. Donc finalement, la principale conséquence de cette mesure, c'est que ce sont les assurances qui, dans un premier temps, prendront le relais plus tôt. On en ressentira peut-être les effets à l'année N+1 ou N+2, hein, lorsque notre appel à candidature pour les prochaines années à assurer seront répondus. En tout cas, je ne crois pas que les agents soient particulièrement menacés par cela. Mais lorsque sur une année, il y a une anomalie qui ressort en termes d'absence et en particulier en termes de déclaration d'accident de travail, et qu'il n'y a pas eu d'événement particulier en termes d'accident de travail ou de gravité spectaculaire, hein, je ne pense pas que ce soit en raison des conditions qui se soient dégradées, je pense qu'il faut agir pour éviter que la dérive persiste. Tout système de protection fonctionne lorsque la proportion de sinistres reste statistiquement raisonnable. Donc il faut en activer les leviers lorsque ce n'est plus le cas. Concernant la mise en place du document unique, qui sont en fait des documents uniques, puisqu'on a plusieurs établissements qui nécessitent cette écriture, ils sont en cours d'écriture, ils sont pratiquement d'ailleurs en cours de finalisation, puisqu'ils seront étudiés lors du prochain CHSCT au mois de janvier, qui sera collé au comité technique. C'est une des premières missions que j'ai données à notre agent de prévention. Moi, ça ne fait que 9 mois que je suis à la tête des ressources humaines. Pour cela, je l'ai délesté d'une mission qu'il avait au cimetière, qui lui prenait beaucoup de temps lorsqu'il devait remplacer les absences de l'agent du cimetière, les absences légitimes, hein, d'ailleurs. Donc il a eu plus de temps, ça lui permet de réécrire ce document unique. Il est aidé en cela aussi par Jean-Louis, son délégué, son élu délégué. Ce document unique va voir le jour pour chacun des bâtiments, et donc effectivement, ça permettra de mieux prévenir le risque. Donc, mieux prévenir le risque, valoriser les gens qui travaillent par leur présence et par leur mérite avec le CIA, et éviter les dérives d'un système de protection, non pas pour hausser le personnel, mais pour le pérenniser, ce système de protection. J'ai envie de vous répondre que l'un n'empêche pas l'autre. Mener des travaux préparatoires visant à diminuer l'absentéisme, tout confondu, dont effectivement le document unique que vous venez d'évoquer, qui est le cadre de référence, mais qui est le cadre de référence pour la collectivité, qui est aussi le cadre de référence pour les salariés. Chacun sait à quoi il s'attend. Ça, c'est le cadre. Et valoriser le cœur des agents méritants, qui passe, comme vous l'avez dit, par le CIA, oui, bien évidemment qu'on est d'accord. C'est la raison pour laquelle je dis l'un n'empêche pas l'autre. Vous évoquez le document unique. Attendons au moins d'avoir un cadre, attendons au moins d'avoir ce document unique avant de prendre ce type de décision. Je suis bien d'accord avec vous, ce sont des décisions qui vont peut-être intervenir à la marge, mais ce sont quand même des décisions qui sont porteuses. Hein, et tout cela, une augmentation telle de l'absentéisme, pour moi, vous avez évoqué les causes ou de la difficulté de trouver, de rechercher les causes. À mon avis, il n'y a pas que des causes médicales, hein, et vous le savez bien. Tout cela procède d'une ambiance générale. Hein, et c'est sur cette ambiance générale que nous devons, je dis bien, nous devons tous ensemble travailler. Donc je pense, alors je ne sais pas si j'arriverai à vous convaincre, hein, mais je pense que prendre ce type de décision ne contribue pas à améliorer la situation, au moins dans un premier temps. Mais je sais que je n'arriverai pas à vous convaincre. Hein. Il ne faut jamais jurer de rien, mais ce dont vous pouvez me convaincre, c'est de revenir à l'état initial une fois que la situation
soit redevenu normal en termes de sinistre. Parce que moi, évidemment, je ne veux surtout pas enlever de la protection pour les gens qui sont véritablement victimes d'un accident de travail. En l'occurrence, dans le contexte que vous venez d'aborder assez brièvement, ce contexte qui a nécessité pour certains services la production d'un pass sanitaire dont on sait qu'il s'est durci avec le paiement des tests, puis la réduction à 1 jour. On se retrouve avec une partie du personnel, là encore, hein, sans motif médical inscrit, qui, de façon anormalement élevée en termes de durée et de nombre, nous présente des accidents de travail ou des arrêts maladie. Donc, nous devons agir pour rétablir le système et ensuite revenir à l'état initial de protection. Ça, vous pouvez me convaincre d'y revenir dès que la situation sera rétablie. Moi, le but, ce n'est pas d'établir des règles plus dures, c'est de réagir à un événement qui me paraît être une dérive possible du système pour sauvegarder le service public. Voilà, tout simplement. Effectivement, bon, toutes les collectivités ils sont attachés, mais c'est vrai qu'on se rend compte, c'est vraiment les statistiques qui nous disent que, en fait, quand on a la maladie ordinaire et qu'on perd à partir du 31e jour, les agents vont plus se mettre en maladie ordinaire, mais préfèrent aller en accident de service, parce qu'en fait, là, ils ne perdent rien dès le premier jour. Nous, sur la communauté des communes de la vallée du Gapot, on s'est rendu compte que quand on a baissé, et encore que, je veux dire, nous, c'est encore plus restrictif, hein, donc on n'espère pas arriver jusque-là, parce que le but, ce n'est pas de pénaliser les agents qui sont en maladie, parce qu'on n'est pas docteur, on n'est pas dans le jugement, mais c'est de valoriser les agents qui sont toujours présents et qui travaillent. C'est vraiment notre optique. Et en fait, on se rend compte que quand la maladie ordinaire, on a un quota, un certain nombre de trucs, on se rend compte que les agents, systématiquement, la communauté des communes, on avait un accident de service qui avait augmenté, mais ça avait doublé, triplé en très peu de temps. Donc du coup, la communauté des communes, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a passé les accidents de service à 20%. C'est-à-dire qu'en fait, dès le premier jour d'accident de travail, les primes étaient diminuées à 20%. Ça a été valorisé que là, parce qu'apparemment, il y a un peu moins d'accidents de service, et c'est repassé à 50%. C'est vrai que c'est dramatique d'en arriver là, mais les statistiques, quand on voit vraiment sur nos statistiques qu'on voit sur les collectivités territoriales, on se rend compte que c'est vraiment affolant, quoi, franchement. Sandrine, je ne suis pas un fan des statistiques. Hein. Alors je sais que bien sûr, ça existe dans d'autres communes, hein, dans la plupart des communes. Mais on est une commune qui gère environ 100 salariés, quoi. 100 salariés, pour moi, c'est de l'individuel. Comme la communauté des communes, on est 100 aussi. Hein. Non, mais peut-être. Mais pour moi, c'est pas significatif, quoi. Les statistiques sur ce type de panel de population, pour moi, ce n'est pas du tout représentatif. Mais bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Hein. Je vois que ça vous contrarie. Ben oui, parce que vous n'avez pas l'habitude, peut-être qu'il y ait des échanges, mais bon. Je suis désolé, hein. Et après, je ne ferai plus de commentaires. Si ça peut vous gêner, je ne ferai plus de commentaires. Donc, écoutez, on va écourter le débat, on n'arrivera pas à se convaincre. Hein. Donc, moi, j'ai pris acte. Mais Alain, nous, tout ce qu'on espère, c'est de revenir sur la décision. L'année prochaine, si on s'aperçoit que les statistiques diminuent, ce n'est pas notre objectif de sanctionner les agents sur des accidents de service. On espère que tout rentrera dans l'ordre et du fond du cœur. Mais moi, ce que j'espère, c'est pas que nous revenions sur la décision. Ce que j'espère, c'est qu'on ne la prenne pas. Voilà. Donc, les choses sont différentes. Donc, alors, Alain, première chose, Alain, ça ne dérange personne que tu interviennes, bien au contraire. Non, mais non. Non, bien au contraire, tu interviens quand tu veux, comme tous les autres membres du conseil municipal. Hein. Deuxièmement, moi aussi à mon tour, je te dis que je n'arriverai pas à te convaincre, j'en ai l'impression. Donc nous allons rester sur ce partage sans avoir réussi à convaincre l'autre. Donc je soumets cette délibération à l'avis du conseil municipal, à moins qu'il y ait d'autres questions. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc c'est 2 abstentions. Ah, j'ai dit qui est contre, personne n'a levé le doigt. Donc c'est contre, c'est pas abstention. Donc 2 votes contre. Je vous remercie.
Alors, je vais passer la parole à Anne-Laure Escoffon pour la participation des séjours organisés par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Var avec une classe de notre école Jean Écart. Alors, j'ai pas le détail, en fait. La question 15, alors, c'est pas grave. C'est pas grave. On peut le faire. Alors, moi, c'est pour vous dire, voilà, que c'est une classe, détail. voilà, hein, c'est une classe donc de Jean Écart, la classe de Madame Bord, qui est une classe de CM2, qui part donc en classe de neige, si tout va bien, au mois de janvier. Voilà. Principe, pour l'instant, c'est maintenu. Donc, si pas de changement, ils partent fin janvier. Alors, une classe de CM2, ça va poser À Seine-les-Alpes. une question, c'est qu'il y a des élèves qui, dès le mois de janvier, risquent d'avoir 11 ans, peut-être. J'espère que non. Et à 11 ans, il y a une question de passe sanitaire sur les pistes de ski, dès que le taux d'incidence franchit un certain seuil, 200, 250 en l'occurrence, qui est largement le cas en ce moment. Donc, on étudiera ça de près. Si les choses se passent normalement, soit si les élèves ne sont pas soumis à ce pass sanitaire dans leur intégralité, soit s'ils acceptent, pour ceux qui éventuellement, de par leur âge, ils seront soumis, eh bien, écoutez, nous participerons volontiers, comme nous le faisions régulièrement avant le Covid, à ces séjours de classes transplantées, soit en montagne, soit à la mer, en l'occurrence ici en montagne, donc à hauteur de 4 860 € en totalité, c'est-à-dire 180 € par élève pour 27 élèves, la famille ayant en charge quasiment l'équivalent de cette somme pour payer le séjour. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Allez, on va parler un peu d'intercommunalité. Donc la délibération numéro 16 concerne la validation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées, qui s'appelle la CLECT, son acronyme, concernant le complexe sportif Jacques Astier. Alors, cette CLECT a eu lieu récemment en communauté de communes. Elle avait pour objet de définir les modalités financières de transfert de ce complexe entre notre commune et la communauté de communes de la vallée du Gapot, concernant les frais de personnel, les charges de fonctionnement, le coût de renouvellement également. Le coût de renouvellement, c'est cette somme qu'on doit budgétiser chaque année pour permettre à l'équipement de se maintenir à flot. Ce sont des investissements d'entretien. Et il y avait aussi dans le panier un emprunt que la mairie a contracté jusqu'en 2029, qui représente environ 130 000 € d'annuité. Et nous avons donc discuté depuis plusieurs mois, puisque nous étions le dernier stade de la communauté de communes, enfin du canton, à ne pas être intercommunal. Nous avons un stade très sollicité avec un club éminemment intercommunal, le football club, le Gapot Football Club, anciennement Soliès Farled. Nous avons un boulodrome qui est très largement sollicité aussi, puisque nous le prêtons régulièrement aux sociétés voisines pour l'organisation notamment de leur première partie de concours, avec une société de boules farlédoise qui fonctionne très bien également. Et nous avons aussi sur ce stade une particularité, c'est que nous sommes de catégorie 3, c'est-à-dire que c'est dans le canton le stade qui permet d'évoluer le plus haut en concernant le football. Donc vous avez le détail des charges à transférer sur l'annexe de la délibération numéro 16, que je vais aller chercher moi-même. La somme de mémoire, c'est 230 060 €. Je vais l'ouvrir. C'est ça. J'y vais. C'est ça. Donc vous avez, voilà, au milieu de cette annexe, vous avez le détail des sommes qui nous amène à cette somme globale de 230 060 €. Avec la plus importante, 111 000 €, c'est le coût de renouvellement. On va voir après que cela va nous permettre de ne pas payer l'emprunt non plus une fois le stade transféré. Nous avons les frais de personnel qui ont été au centime près estimés à 72 000 €.
Nous avons tous les contrats d'entretien concernant le nettoyage du stade, la maintenance de la pelouse, les fluides, les petits équipements. Et donc cette somme de 230 060 €, ce sera la somme que va nous prélever la communauté de communes de la Vallée du Gapot pour faire elle-même fonctionner le stade à partir du 1er janvier. Elle va soustraire cette somme sur notre attribution de compensation, qui était jusqu'ici de 3 420 000 € et 3 430 même, il me semble. Et ça va faire 3 200 000 € d'attribution de compensation. C'est donc une opération blanche du point de vue financier. Alors nous ne paierons plus l'emprunt, car la communauté de communes a estimé que le stade était dans un état particulièrement bon, et que le coût de renouvellement qui était estimé de façon forfaitaire est très élevé. Donc elle prend en charge l'emprunt, on va le voir dans la délibération suivante, à hauteur de 111 000 €. Donc là, on va juste voter pour accepter le rapport de la CLECT et sa proposition de transaction à 230 060 € et l'ensemble des détails figurant sur le rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Donc j'ai vu, vous aviez mené une belle négociation avec la communauté de communes pour ramener l'amputation de l'attribution de compensation à 230 000 €. J'ai souvenir que nous étions bien au-delà il y a quelque temps. Je me pose la question sur le terme. L'amputation, elle est à durée indéterminée ou elle a un terme? Alors, la CLECT se détermine effectivement pour une durée indéterminée. Ensuite, l'évolution des coûts appartiendront à la communauté de communes de la Vallée du Gapot, tout simplement, qui paiera l'emprunt jusqu'à la fin jusqu'à sa dernière annuité. Donc, il n'y a pas de terme. Par contre, pour être tout à fait transparent, on pourra en parler en commission, en questions diverses à la fin. La question de la métropole va se poser dans 2 ans ou dans 3 ans. Est-ce que le stade, à ce moment-là, passera métropolitain ou est-ce qu'il redeviendra communal, puisque la communauté de communes de la Vallée du Gapot pourrait disparaître si le processus d'étude de fusion venait à aller à son terme? À ce moment-là, écoutez, soit la métropole le reprend à son compte, elle le reprendra dans les mêmes conditions qu'actuellement, avec l'attribution de compensation qui existe déjà pour nous à la communauté de communes, mais qui sera retravaillée en fonction des autres transferts de compétences, soit la commune le reprend à son effigie, et là, on fera le chemin inverse, c'est-à-dire qu'il y aura une CLECT qui va redéterminer les coûts réactualisés cette fois-ci, si c'est dans 2 ans, réactualisera avec le coût de personnel qui coûtera peut-être un peu plus cher. Et c'est la commune qui récupérera de l'attribution de compensation ainsi que la gestion du stade. Voilà les 2 cas de figure possibles, sauf si la fusion avec la métropole ne devait pas se faire. Là, à ce compte-là, c'est la communauté de communes qui le garderait. Ouais, vous avez bien compris que ce qui me gênait un peu, c'est la durée indéterminée de l'amputation et l'arrivée à terme du prêt en 2029. Mais bon, c'est vrai que la question est peut-être superfétatoire dans le cadre d'une entrée dans le cadre métropolitain. Ça aurait été problématique si ce prêt avait été non pas superposé avec le coût de renouvellement, mais en supplément. Où là, effectivement, nous aurions payé une somme ad vitam aeternam qui nous aurait fait rembourser un prêt sans date définie. La communauté de communes a accepté de superposer ce prêt, ce coût de renouvellement. On va le voir qui, quasiment l'euro près, correspond au coût de renouvellement. Voilà. Et effectivement, je ne l'ai pas dit, et je vous remercie de l'avoir dit, on a mené des négociations avec la communauté de communes de la Vallée du Gapot, car nous partions d'une estimation d'une ancienne CLECT bien trop élevée au regard des coûts réels de fonctionnement du stade. On était plus de 400 000 €. Donc nous sommes aujourd'hui à une somme beaucoup plus raisonnable. Qui est contre ce rapport de la CLECT? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc la question attenante concernant le transfert du complexe avec la convention de transfert et surtout le remboursement de l'emprunt.
Donc ça va me permettre de parler du périmètre transféré, puisqu'il y a dans le complexe sportif 87% du périmètre existant qui est transféré à la communauté de communes et 13% qui ne l'est pas. Donc ce qui ne l'est pas, c'est le deuxième logement, le logement qui est loué à des particuliers, et le grand parking. Il y a 3 parkings contre le complexe sportif, un parking intérieur, un petit parking extérieur et un grand parking extérieur. Le grand parking extérieur restera communal. Tout le reste, tout ce que je n'ai pas cité, va être transféré à la communauté de communes, c'est-à-dire le stade lui-même avec la tribune, les salles qui se situent à l'intérieur de la tribune, le logement du gardien, le boulodrome, le bassin de rétention, l'annexe de football, le petit terrain, le feed park, voilà, tout sauf le deuxième logement et le grand parking. Ça représente donc 87%. La communauté de communes, dans sa convention de transfert de remboursement d'emprunt, nous propose donc de ne rembourser que 87% de l'emprunt, ce qui représente 111 000 €, et nous lui rembourserons les 13% de l'emprunt pour aller jusqu'à 130 000 €, c'est-à-dire qu'on va lui rembourser 17, 18 ou 19 000 € chaque année, puisque nous conservons la jouissance du deuxième logement et du grand parking. Voilà, c'est une question donc de périmètre et de remboursement de ce différentiel à la communauté de communes. Donc, techniquement, la communauté de communes paye dans un premier temps la totalité de l'emprunt et nous lui remboursons 13% de la nuitée. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet ? Alors, on met aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Délibération numéro 18. Donc, comme chaque année, nous demandons régulièrement à la communauté de communes de nous mettre à disposition ces chapiteaux. Nous en avons besoin et nous avons d'ailleurs déjà eu besoin dans le cadre du complexe sportif et du boulodrome Eugène Gate pour l'organisation de concours. Et je les en remercie. Cette convention est sans objet financier. Nous avons la seule obligation de rendre le matériel en bon état à la communauté de communes de la vallée du Gapot, mais il faut tout de même le formaliser pour des questions de responsabilité et d'assurance. Donc vous avez le détail de la convention. Est-ce que vous avez des questions concernant ce prêt de chapiteaux? Donc c'est pour la période 2022-2025, 4 années. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, la prochaine délibération, elle sera peut-être caduque, mais on ne peut pas présumer administrativement du vote tout simplement du conseil communautaire qui aura lieu le 16 décembre prochain, me semble-t-il, puisque le conseil communautaire sera la dernière étape de validation du transfert du stade. Imaginons que le conseil communautaire, pour une raison ou pour une autre, vote contre ce transfert, eh bien nous aurons besoin, puisque nous garderons à ce moment-là le stade en gestion communale, de conserver cette convention que je vous propose pour les années 2022, 2023, 2024. Là aussi, c'est pour du prêt de matériel d'entretien pour le stade. Alors, vous avez la liste du matériel, ne nous concerne pas entièrement, puisqu'il y a du matériel pour des pelouses naturelles notamment, mais tout ce qui est entretien, brossage, décompactage, ça nous concerne. Donc, on va faire voter cette délibération, et puis tout simplement, elle tombera si le conseil communautaire valide lui aussi le transfert du stade. Qui est contre cette convention de prêt de matériel pour les stades? Qui s'abstient? Je vous remercie. Là aussi, une délibération récurrente. Alors, les commerces alimentaires ont une dérogation pour ouvrir le dimanche jusqu'à 13 h. Or, le magasin Lidl, là je parle pour la décembre 2022. Pour décembre 2021, ça a déjà été voté l'an dernier. Donc pour l'année prochaine, nous devons voter avant le 31 décembre. Le magasin Lidl nous demande l'autorisation d'ouvrir 3 dimanches au-delà de 13 h, c'est-à-dire jusqu'à 17 h. Et nous devons nous prononcer donc sur la
l'acceptation ou le refus de cette mesure. Bien évidemment, ma position, c'est de ne pas empêcher les gens qui ont envie de travailler, même le dimanche, de le faire, notamment en période de Noël où les achats sont particulièrement pressés et nombreux, et ça évite aussi d'aller sur des zones, on va dire, très saturées. Donc je vous soumets cette autorisation. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, qui est contre cette autorisation d'ouverture jusqu'à 17h pour 3 dimanches de décembre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà, l'ordre du jour est épuisé. Bah, écoutez, on peut, si vous voulez, échanger sur des points divers. Je vais vous proposer, si vous voulez, de faire un point sur les avancées de la fusion éventuelle de la communauté de communes de la vallée du Gapeau avec la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Donc, lorsque j'ai été élu le 10 mars dernier, quelques jours après, une huitaine de jours après, il y avait au conseil communautaire le premier comité de pilotage qui réunissait les maires de la métropole et les maires de la communauté de communes de la vallée du Gapeau pour une délibération de principe sur une future fusion entre les deux EPCI. Dans la continuité de Raymond Abrine et des équipes précédentes, je suis allé dans le sens de sa volonté, c'est-à-dire étudier cette fusion, évidemment, défendre les intérêts communaux par-dessus tout aussi lors de cette période de travail, qui est une vraie période de travail. Et je vous tiens donc au courant des avancées. Donc dans un premier temps, une fois cette délibération de principe qui a été votée à l'unanimité, il a été établi un calendrier. Et les fonctionnaires de la métropole, représentés par 2 hauts fonctionnaires d'ailleurs, dont le travail est remarquable, rencontrent les DGS, les chefs de service des communes concernées, mais en premier lieu aussi de la communauté de communes de la vallée du Gapeau, pour faire l'étude de faisabilité, pour faire un point sur les transferts de compétences. Il y a trois possibilités en termes de compétences à transférer ou à récupérer. Il y a les compétences qui vont basculer tout simplement de la communauté de communes de la vallée du Gapeau à la métropole. Il y en a beaucoup comme ça, hein. Il y a le tourisme, il y a le ramassage des déchets, il y a le développement économique. Il y a aussi les compétences qui vont passer de communales à métropolitaines, c'est-à-dire des compétences que la communauté de communes de la vallée du Gapeau n'avait pas récupérées de la commune de la Farlède. Ça peut être par exemple le pluvial, tout ce qui est ruissellement pluvial, ça peut faire l'objet d'un transfert métropolitain. Mais c'est le cas le plus anecdotique, ce deuxième point. Et puis le troisième point, c'est celui qui concerne les compétences qui ne seront pas reprises par la métropole auprès de la CCVG, notamment les affaires sociales, donc le CIAS, le Centre intercommunal d'affaires sociales, avec le foyer notamment la résidence autonomie Roger Mistral, ainsi que les équipements sportifs qui, eux, sont soumis à décision politique. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas repris, ça veut dire qu'il n'y aura pas de transfert systématique. Donc il y a en réalité 2 points névralgiques sur lesquels on doit travailler. D'une part, entre nos communes et la métropole concernant le transfert des compétences qui concernent tout ce qui impacte notre personnel, et les voiries en particulier, avec des enjeux financiers assez importants. Nous devons estimer à l'euro près ce dont nous avons besoin dans les années à venir. Si on le surestime, on va avoir une attribution de compensation qui va baisser et on ne dépensera pas cet argent-là inutilement. Si on estime nos besoins trop bas pour faire d'éventuelles économies, on risque de se retrouver en carafe en milieu d'année avec une absence de crédit qui ne nous permettra pas de réaliser les travaux nécessaires sur notre commune. Donc c'est le travail de nos services, en fonction des années précédentes, en fonction aussi des estimations sur les projets à venir,
nous devons savoir ce que nous allons coûter à la métropole. Il y a le côté aussi personnel, mais qui lui viendra dans un deuxième temps, puisqu'il y a des gens qui seront à cheval sur les deux entités. Il y a ce qu'on appelle des antennes. Donc il y a des personnels qui seront à 50% métropole, à 50% commune, d'autres qui sont à 80-20, à 60-40. Parce que pour servir les intérêts de la commune, lorsque la compétence est métropolitaine, eh bien, il faut avoir des gens sur place qui s'occupent de ces compétences-là. Donc il y aura des gens avec double casquette. Voilà ce que je peux vous dire. Ce travail déjà très exhaustif a été fait. Il y a eu des allers-retours entre les fonctionnaires de la métropole et la direction de la communauté de communes, mais aussi notre direction et notre directeur des finances aussi, notre directeur du service technique. Les enjeux sont différents d'une commune à l'autre. Vous connaissez les caractéristiques de la commune de la Farlède. Nous sommes la commune la plus proche par le réseau viaire de la métropole, donc la plus facile à connecter finalement au niveau des transports. On est aussi celle qui a la zone d'activité la plus importante, donc celle qui dégage le plus de recettes fiscales. L'attribution de compensation est une de nos recettes de fonctionnement principales, donc nous devons aussi y faire attention. Il ne faudrait pas, évidemment, faire d'erreurs et se retrouver, si le processus de fusion va au bout, avec un impact négatif sur les finances communales ou sur tout simplement nos capacités à investir. Donc ce travail a bien démarré. Les relations sont bonnes entre les différents intervenants, y compris entre les élus. Nous avons d'ailleurs le comité de pilotage numéro 2 jeudi. Et nous allons continuer à cheminer pour ensuite, à terme, décider si cette fusion est pertinente ou non pour nos communes. Voilà ce que je voulais vous dire en présentation. Mais il y a des choses donc, qui, si la fusion va au bout, changeront en termes de compétences à gérer. Une autre compétence, c'est l'urbanisme aussi, notamment pour le PLU I, c'est-à-dire le PLU intercommunal, il ne sera plus un PLU communal, va lui aussi être transféré. Voilà, il y a des points qui sont effectivement à discuter. Voilà, donc il y a des choses qui se font de façon systématique, d'autres qui sont politiquement modifiables. Si c'est dans l'intérêt des deux parties, c'est très facile. Lorsqu'il y a des intérêts divergents, bien là, les discussions doivent faire l'objet d'accords. C'est toujours pareil, il y en a un qui profite de quelque chose et puis il doit rendre quelque chose de l'autre côté. Il faut qu'il y ait un équilibre. Personne n'est là pour nuire à l'autre. On sent bien qu'il y a une volonté tout simplement de s'associer parce que le territoire est cohérent. Il y a une continuité au niveau de la zone d'entreprise. Il y a une continuité qui en ce moment est un peu douloureuse en termes de circulation. Il y a une liaison évidente en termes d'habitat et de lieu de travail, en termes de lieux de loisirs aussi. Voilà, c'est un territoire qui est tout proche de nous, qui peut-être un jour d'ailleurs, si nous allons vers cette fusion, grossira encore. Il y a d'autres EPCI qui bordent la métropole. On peut présumer de rien. En tout cas, l'avantage d'une métropole, c'est d'avoir davantage de puissance pour aller rechercher des financements, à l'échelle européenne notamment. C'est d'avoir une réserve en ressources humaines plus importante en termes d'expertise, d'ingénierie, de technicité, et de permettre aux petites communes d'en profiter. Voilà, donc les discussions continuent, je vous tiendrai régulièrement au courant de ce qui s'y passe et des avancées. Si vous avez des questions ou sur d'autres points que je vous avais proposé d'aborder en questions diverses, je vous écoute. Bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie pour votre participation à ce conseil municipal et je vous souhaite une excellente soirée.